Le miroir ne te renvoie pas ton propre visage. Pas tout de suite. Il te renvoie d'abord une question, une évaluation silencieuse qui ne t'appartient pas. Tu t'observes, mais le regard qui juge n'est pas le tien, c'est le sien. Tu arranges une mèche de cheveux et une voix intérieure qui, à son intonation, murmure « Est-ce que c'est mieux comme ça ?» Tu te redresses et le tribunal invisible te demande si cette posture n'est pas trop rigide, pas assez naturelle, pas assez attirante. Cette scène se déroule bien après que tu aies posé ta première, ta nouvelle limite. Peut-être un non à une demande de dernière minute. Peut-être une soirée où tu as choisi de rester seul, plutôt que d'attendre un appel incertain. Peut-être as-tu simplement exprimé un besoin, une vérité qui n'était pas confortable pour lui. L'acte en lui-même a été posé. Il a été clair, nécessaire, peut-être même libérateur l'espace d'un instant. Mais l'épreuve véritable ne se jouait pas dans sa réaction à lui. Elle se joue maintenant, dans le silence qui a suivi, à l'intérieur de toi. Son regard, ou plutôt l'idée que tu te fais de son regard, a quitté son visage pour venir s'installer dans ta psyché. Il est devenu un juge intérieur, un évaluateur permanent. Et chaque geste, chaque parole, chaque décision, même la plus infime, passe désormais sous son scanner invisible. Ce n'est pas une simple pensée, c'est une atmosphère, une pression subtile qui pèse sur tes épaules, qui contracte légèrement ton ventre. C'est le début de l'épreuve la plus intime, celle où ton propre esprit devient le territoire de son autorité perdue. Cette transformation n'est pas un signe de faiblesse. Ce n'est pas la preuve que tu es trop dépendante ou que ta limite était une erreur. C'est un mécanisme psychique profond, presque archaïque, qui se met en place. Dans la psychologie des profondeurs, on pourrait nommer cette instance l'animus. L'animus est la part masculine de la psyché d'une femme, une figure intérieure qui porte la capacité de discernement, de logique, d'action et de jugement. Idéalement, c'est ton allié, ta boussole intérieure, ta clarté. Mais dans la dynamique d'une relation où le regard de l'autre est devenu la source principale de ta valeur, cet animus peut être capturé, colonisé. Il prend le visage et la voix de l'homme dont l'approbation est devenue vitale. Alors quand tu poses une limite, tu ne retires pas seulement ton énergie à l'homme extérieur. Tu crées un vide, une rupture dans le circuit de validation. Et ta psyché, habituée à ce que ce soit lui qui définisse ta valeur, tente de compenser. L'animus, au lieu de te soutenir et de te dire « tu as bien fait, c'était juste pour toi », se transforme en son avocat. Il endosse son costume de juge et commence à plaider contre toi, en utilisant les arguments que tu imagines être les siens. Tu as été trop loin, tu as été égoïste, maintenant il va s'éloigner, tu as tout gâché. Cette voix n'est pas la sienne, il ne t'a peut-être jamais dit ces mots, mais c'est l'écho de la peur que son silence a installé en toi. C'est la trace de toutes les fois où son approbation était une récompense et sa distance une punition. Le juge intérieur n'est pas lui, c'est un fantôme de lui, une construction de ta propre psyché qui tente désespérément de maintenir un lien, même un lien de jugement, parce que le jugement est encore une forme de relation. Le vide complet serait insupportable. L'épreuve de la limite n'est donc pas de voir s'il va revenir, mais de voir si tu vas revenir à toi. L'épreuve est de savoir si tu peux supporter le verdict de ce juge intérieur sans t'effondrer, sans courir pour annuler ta limite, sans t'excuser d'avoir pris soin de toi. Le téléphone est peut-être silencieux, aucune notification. Mais à l'intérieur, le bruit est assourdissant. C'est le procès qui se déroule en continu. Chaque fois que tu penses à autre chose, une pensée parasite te ramène à lui. Que fait-il ? Pense-t-il à ce que j'ai dit ? Est-ce qu'il est en colère ? Chaque question n'est pas une simple curiosité. C'est une tentative de ton système nerveux de scanner l'environnement pour retrouver la sécurité perdue. La sécurité, dans l'ancien schéma, c'était son approbation. Et le corps participe. Il ne reste pas neutre. Il se souvient. La gorge se serre légèrement quand tu imagines sa froideur. L'estomac se noue quand tu te demandes si tu as commis une erreur irréparable.
Ton sommeil est moins profond, haché de micro-réveils où son visage ou la situation s'impose à toi sans y avoir été invité. Ton corps ne fait pas semblant. Il vit la perte de son approbation comme une menace réelle, car pendant longtemps, elle a été liée à ton sentiment de sécurité émotionnelle. Ce n'est pas juste une histoire de confiance en soi, c'est plus profond. C'est une question d'autorité intérieure. À qui as-tu donné le marteau du juge ? Qui a le droit de prononcer la sentence sur ta valeur ? Tant que ce pouvoir est délégué à l'extérieur, à son regard, à sa réaction, à son silence, chaque limite que tu poseras sera vécue non comme un acte de souveraineté, mais comme une rébellion qui appelle une punition. Et si la punition extérieure ne vient pas, ton animus juge se chargera de l'infliger de l'intérieur, par la torture du doute et de la culpabilité. Si tu reconnais ce tribunal intérieur, tu peux nommer pour toi ce qu'il te murmure. Est-ce un mot de reproche, de peur ou de doute ? Le simple fait de le nommer, même sans l'écrire nulle part, est le premier pas pour lui retirer son pouvoir. Le processus par lequel son regard devient un juge est insidieux. Il ne commence pas par un conflit. Il commence souvent par l'admiration, par l'amour. Son opinion compte parce qu'il compte. Tu aimes la façon dont il te voit, la façon dont son regard te fait sentir vivante, belle, intelligente. Ce miroir est d'abord une source de joie. Tu te construis, en partie, à travers cette lumière. C'est un processus naturel dans l'attachement. Le problème survient lorsque ce miroir devient l'unique source de lumière. Quand, progressivement, ton propre regard sur toi-même s'estompe, s'efface, et que tu commences à t'évaluer exclusivement à travers le prisme de son approbation. Tu choisis une robe en te demandant s'il aimerait. Tu racontes une histoire en espérant le faire rire. Tu caches une part de toi, une opinion, une passion, une vulnérabilité, de peur qu'elle ne ternisse ton image dans ses yeux. Sans même t'en rendre compte, tu as commencé à lui sous-traiter la validation de ton être. Alors le jour où tu poses une limite, tu ne fais pas que lui dire non. Tu brises le miroir. Tu coupes le flux de validation externe. Et la psyché, qui a désappris à produire sa propre lumière, panique. Elle se retrouve dans le noir. Et dans ce noir, elle fait la seule chose qu'elle sache faire. Elle tente de recréer le miroir de l'intérieur. L'animus, cette fonction de jugement qui devrait être à ton service, se met à imiter, à singer le regard de l'autre. Il devient le gardien de l'ancienne loi, celle où ta valeur dépendait de lui. Le juge intérieur n'est donc pas un ennemi à abattre. C'est une part de toi, terrifiée par le vide, qui essaie de te protéger en te forçant à retourner à ce qui est familier, même si ce familier est douloureux. Il te dit « Ne bouge plus, reste celle qu'il aimait, excuse-toi, répare, sinon tu seras seul, et la solitude, c'est la mort. » C'est un instinct de survie archaïque qui se trompe de combat. Il confond la perte de sa validation avec la perte de ta propre vie. Comprendre cela est crucial. Car tant que tu vois ce juge comme une force extérieure ou comme une preuve de ta folie, tu vas lutter contre lui, argumenter, essayer de te raisonner. Mais on ne raisonne pas avec un système de survie. On le rassure. On lui montre, doucement, qu'il y a une autre source de sécurité. Cette épreuve de la limite est une initiation. C'est le moment où tu es appelé à devenir ta propre autorité. Pas une autorité dure et rigide, mais une présence intérieure bienveillante et claire. La première étape n'est pas de faire taire le juge, mais de l'écouter différemment. Quand la voix s'élève et dit « Tu n'aurais pas dû, c'est trop risqué », au lieu de te laisser submerger par la culpabilité, tu peux faire une pause et demander « Qui parle ? Est-ce la voix de ma sagesse ? Ou l'écho de ma peur d'être abandonné ? Est-ce ma vérité ou le souvenir de son visage fermé ? Cette simple question crée un espace, 1 millimètre d'espace entre le juge et toi. Et dans cet espace, tu peux respirer. Dans cet espace, tu peux commencer à entendre une autre voix, plus faible au début, plus subtile. La voix de ton corps qui te dit que la limite était nécessaire.
la voix de ta fatigue qui te dit qu'elle ne pouvait plus porter le poids de l'incertitude, la voix de ta dignité qui te dit qu'elle mérite la clarté. Cette autre voix ne crie pas, elle ne juge pas, elle constate, elle est calme. C'est la voix de ton centre, de ton soi, qui a toujours été là, mais qui était étouffée par le vacarme de la validation externe. Le chemin pour la retrouver n'est pas une bataille, c'est un acte d'écoute. C'est apprendre à faire plus confiance à la sensation de justesse dans ta poitrine qu'à la panique de l'animus juge dans ta tête. Imaginons une scène. Tu es à une réunion de travail, ou à un dîner entre amis. Tu prends la parole, tu partages une idée, tu racontes une anecdote. Tu te sens engagée, présente. Et soudain, au milieu d'une phrase, le flash. Le tribunal intérieur s'est réuni en urgence. Une pensée traverse ton esprit, rapide comme l'éclair, mais avec le poids d'une enclume. Ce que tu dis est inintéressant. Il trouverait ça ridicule. Ton corps réagit avant même que tu aies fini d'analyser la pensée. Ta voix baisse d'un ton. Tu perds le fil de ton idée. Une chaleur de honte monte à tes joues. Tu te dépêches de conclure, tu te sens soudainement exposé, nu, jugé par toute l'assemblée, alors que personne n'a probablement rien remarqué. Tu rentres chez toi ce soir-là avec un sentiment diffus de malaise, d'échec. Tu ne repenses pas seulement à lui, tu repenses à toi, à ta performance. Tu te repasses la scène en boucle, la critiquant, la disséquant. Le juge intérieur, qui porte son masque, a réussi son coup. Il ne t'a pas seulement fait douter de ta relation avec lui, il a saboté ta relation avec toi-même, avec ta compétence, avec ta place dans le monde. Il a étendu sa juridiction bien au-delà de la sphère intime. Il contamine maintenant ta vie professionnelle, sociale, créative. C'est là que l'épreuve devient existentielle. Le problème n'est plus comment le récupérer, ou ai-je bien fait de poser cette limite. Le problème devient comment puis-je vivre, travailler, rire, créer, si une partie de moi est constamment en train de me juger avec ses yeux à lui. Tu réalises que tu ne te bats pas pour une relation. Tu te bats pour ton droit à exister pleinement, sans la permission de son fantôme. Le coût de ce tribunal intérieur est immense. C'est l'énergie vitale que tu dépenses chaque jour à te surveiller, à anticiper les critiques, à te conformer à une image qui n'est même pas la tienne. C'est la spontanéité perdue, la joie qui n'ose pas s'exprimer pleinement de peur d'être trop. C'est la créativité qui s'assèche, parce que chaque idée est jugée avant même d'avoir pu naître. C'est une prison dont les murs sont invisibles, mais dont les barreaux sont faits de « que penserait-il ». Le point de bascule, le véritable début de la libération, arrive le jour où la douleur de cette prison dépasse la peur de la solitude. C'est un moment de lucidité froide et tranchante. Tu es assise dans ta voiture, tu marches dans la rue, et tu comprends soudain « Je suis en train de sacrifier ma vie à un regard qui n'est même plus là. Je suis hanté. » Ce n'est pas une décision intellectuelle, c'est une décision du corps, des tripes. C'est un « ça suffit » qui monte du plus profond de ton être. À partir de cet instant, le travail change de nature. Tu ne cherches plus à comprendre pourquoi il est parti ou comment le faire revenir. Tu cherches à savoir comment l'expulser de ton propre esprit. Comment dissoudre son tribunal intérieur pour réinstaller ta propre souveraineté. Le premier acte de cette nouvelle souveraineté est souvent un acte de non-action. C'est refuser de participer au procès. Quand le juge intérieur commence sa plaidoirie, tu aurais dû répondre différemment à ce mail. Tu as l'air faible. Tu ne te lances plus dans une contre-argumentation désespérée pour prouver que tu as eu raison. Tu ne te noies plus dans la honte. Tu respires. Et tu laisses la pensée passer, comme un nuage dans le ciel. Tu la notes, presque cliniquement. Tiens, le juge est là. C'est l'écho. Ce n'est pas la vérité. Tu ne le combats pas. Tu lui retires ton attention. L'attention est la nourriture des fantômes. Sans elle, ils s'affaiblissent. Tu ramènes délibérément ton attention à la réalité tangible. La sensation de tes pieds sur le sol. Le goût de ton café. La voix de l'ami qui te parle.
le dossier que tu dois traiter. Tu ancres ta conscience dans le présent, encore et encore. C'est un entraînement, une musculation de l'esprit. Chaque fois que tu ramènes ton attention ici et maintenant, tu affames un peu plus le juge intérieur. Tu cesses d'irriguer le passé et la peur, et tu commences à nourrir ta propre présence. Et puis, tu commences à valider activement ce que le juge attaque. Il dit « Ta limite était égoïste ». Tu te réponds, calmement, intérieurement, « Ma limite était nécessaire pour ma survie. C'était un acte d'amour pour moi-même ». Il dit « Tu vas finir seul ». Tu réponds « Je préfère être seul et en paix avec moi-même que mal accompagné et en guerre contre moi-même ». Tu ne cherches pas à te convaincre. Tu poses un acte de foi en ta propre perception. Tu affirmes ta réalité, même si elle tremble, face à l'autorité écrasante du fantôme. Cette pratique n'est pas linéaire. Il y aura des jours où le juge sera plus fort, où tu seras fatigué et où tu croiras de nouveau à ses mensonges. Ce n'est pas un échec, c'est une partie du processus. L'important est de remarquer la chute et de se relever, de revenir à la pratique, de choisir à nouveau son propre regard plutôt que le sien. Chaque fois que tu le fais, tu renforces un nouveau chemin neuronal. Tu construis, brique par brique, ta nouvelle maison intérieure, une maison où tu es la seule autorité légitime. Comment nommerais-tu ce moment en toi, quand tu réalises que le combat n'est plus avec lui, mais avec son ombre en toi? Un mot suffit. Lucidité, frontière, souveraineté, le tien. Lentement, quelque chose change dans ton corps. Ce n'est pas un événement spectaculaire, mais une série de micro-changements. Un matin, tu te réveilles et tu réalises que ta première pensée n'a pas été pour lui. Tu as pensé au soleil qui filtrait à travers les rideaux ou à l'odeur du café? Le juge dormait encore. Tu te surprends à chanter sous la douche et tu remarques que la mélodie n'est pas teintée de mélancolie. C'est juste une chanson. Tes épaules, qui étaient perpétuellement contractées, prêtes à recevoir un coup, commencent à se détendre. Tu respires plus profondément, ton diaphragme n'est plus bloqué par l'anxiété. Quand tu te regardes dans le miroir, le premier regard est neutre. C'est juste toi, le visage d'une femme, avec ses traits, ses cernes, son histoire. Le verdict n'arrive qu'en second, et il est plus faible, comme un écho qui s'éloigne. Parfois, il n'arrive pas du tout. Dans ces moments, tu ressens une paix que tu n'avais pas connue depuis longtemps. Ce n'est pas de l'euphorie, c'est une tranquillité solide, la sensation d'être simplement chez soi dans son propre corps. Cette transformation physique est la preuve que le travail intérieur est réel. Le système nerveux sort progressivement du mode combat ou fuite. Il apprend que le silence de l'autre n'est pas une menace de mort. Il apprend qu'une limite posée n'est pas une déclaration de guerre. Il réapprend la sécurité intrinsèque, celle qui ne dépend pas d'une validation extérieure. Cette sensibilité au regard de l'autre, cette propension à laisser l'animus être colonisé, ne vient souvent pas de nulle part. Elle plonge ses racines dans une histoire plus ancienne. Peut-être celle d'un parent critique, dont l'amour était conditionnel à la performance. Peut-être une expérience scolaire où tu as appris que pour être accepté, il fallait se conformer, ne pas faire de vagues. Une blessure ancienne de non-reconnaissance, où tu as conclu, enfant, que ta valeur n'était pas inhérente, mais qu'elle devait être gagnée, méritée, prouvée. L'homme de ta vie d'adulte n'a pas créé cette blessure. Il a, sans le savoir, posé le doigt dessus. Son regard approbateur a momentanément anesthésié la vieille douleur. C'est pour cela que c'était si bon. Et son retrait a réveillé la douleur avec une intensité décuplée. Le juge intérieur qui porte son visage parle avec la voix de son absence, mais il exprime la peur de ton enfant intérieur, la peur de n'être, fondamentalement, pas assez. Pas assez bien, pas assez aimable, pas assez digne d'être choisi. Reconnaître cette couche plus profonde est à la fois douloureux et libérateur. Douloureux, car cela t'oblige à faire face à une peine qui ne date pas d'hier.
libérateur, car cela décharge l'homme actuel d'un poids qu'il ne pouvait pas porter. Il n'est plus la cause de tout, il n'est qu'un déclencheur. Et si le problème est plus ancien et plus profond, alors la solution ne se trouve définitivement plus en lui. La solution est en toi, dans la capacité de devenir pour toi-même le parent aimant et validant que tu n'as peut-être jamais eu. La solution est de dire à cette partie de toi qui a peur « Je te vois, tu as le droit d'être là. Et désormais c'est moi qui te protège. Ma valeur n'est plus négociable. » Puis, alors que tu commences à te sentir plus stable dans cette nouvelle posture, le test arrive. C'est inévitable. L'univers, ou simplement la vie, semble toujours vérifier la solidité de nos nouvelles fondations. Un soir, ton téléphone s'allume sur la table de nuit. Son prénom s'affiche. Un message court. Pas une explication, pas des excuses. Juste « J'ai pensé à toi ». Le corps réagit en premier. Une décharge électrique. Le cœur qui s'emballe. Le souffle qui se coupe. C'est l'ancien circuit qui se réactive instantanément. Et le juge intérieur, qui s'était fait discret, revient en force, mais cette fois, son ton a changé. Il n'est plus critique, il est devenu un coach plein d'espoir. Tu vois, il pense à toi, tu as bien fait d'attendre. Ne sois pas froide maintenant, réponds-lui quelque chose de léger, de chaleureux, ne gâche pas cette chance. La voix de la panique s'est déguisée en voix de la sagesse. Elle te pousse à réagir vite, à saisir l'opportunité, à refermer le circuit de la validation. C'est l'épreuve du feu. Tout ton être est tiré en arrière, vers l'ancien schéma. L'espoir, cette drogue si puissante, inonde ton système. L'envie de lui répondre, de retrouver la connexion, même fugace, est presque irrésistible. Mais tu as changé. Tu ne sautes pas sur le téléphone. Tu le laisses là où il est. Tu poses une main sur ton cœur, qui bat la chamade. Tu fermes les yeux. Tu respires. Tu ne luttes pas contre l'envie. Tu l'accueilles. Tu la ressens pleinement. Tu reconnais la force du désir de revenir à ce qui était familier. Tu sens la peur de le perdre à nouveau si tu ne réagis pas correctement. Tu laisses toutes ces sensations te traverser, sans agir. C'est la pause, le moment le plus important, la seconde de conscience entre le stimulus et la réaction. Dans cette pause, tu te rappelles. Tu te rappelles le tribunal intérieur. Tu te rappelles la sensation de te perdre dans son regard. Tu te rappelles le coût de la validation externe. Et tu fais un choix, un nouveau choix. Peut-être que tu ne répondras pas ce soir. Non pas comme une punition, non pas comme une stratégie pour le rendre plus désireux, mais parce que ta paix intérieure, ce soir, est plus importante que sa pensée fugace. Parce que tu as besoin de montrer à ton propre système nerveux que ta sécurité ne dépend plus d'une notification sur un écran. Tu choisis de te donner la nuit, de dormir dans ta propre souveraineté. Ou peut-être que tu répondras, mais plus tard, 1 heure, 2 heures, le lendemain matin. Et ta réponse ne sera pas une tentative de le séduire ou de le rassurer. Elle ne sera pas non plus froide ou distante. Elle sera calme, ancrée. Quelque chose comme « J'espère que tu vas bien ». Une réponse qui accuse réception, mais qui ne s'ouvre pas immédiatement. Une réponse qui ne demande rien. Une réponse qui ne lui donne pas le pouvoir de définir la suite. Une réponse qui vient d'un lieu de plénitude, pas d'un lieu de manque. La différence est subtile, mais elle est totale. Dans l'ancien monde, tu aurais répondu en quelques secondes, avec une question ouverte pour maintenir la conversation, avec une anxiété palpable entre les lignes. Tu aurais passé les heures suivantes à vérifier s'il a lu, s'il est en train d'écrire. Ta soirée, ta nuit, aurait été suspendue à sa prochaine réaction. Dans le nouveau monde, tu réponds, ou pas, et tu retournes à ta vie. Tu finis ton livre. Tu prépares ta journée du lendemain. Tu t'endors. Sa réponse, ou son absence de réponse, ne dicte plus ton état intérieur. Tu as réussi le test. Non pas parce que tu as gagné un jeu de pouvoir,
mais parce que tu as refusé de jouer. Tu as choisi ta propre réalité plutôt que de te laisser aspirer dans la sienne. Tu as montré à ton juge intérieur qu'il n'est plus le maître des lieux. C'est toi. Le juge ne disparaît pas pour toujours. Il est une partie de ta structure psychique. Mais il a perdu son pouvoir absolu. Il n'est plus le procureur général qui porte le masque de l'autre. Il redevient ce qu'il aurait toujours dû être. Une simple fonction de discernement, à ton service. Une voix parmi d'autres dans ton conseil intérieur. Quand tu repenses à la limite que tu as posée, celle qui a tout déclenché, tu la vois différemment. Ce n'était pas un acte de rupture, c'était un acte de naissance. La naissance d'une nouvelle relation à toi-même. Le regard dans le miroir devient enfin le tien. Tu te vois, avec clarté, et avec une forme de tendresse que tu ne connaissais pas. Tu vois tes forces, tes failles, tes peurs, tes désirs. Et tu ne ressens plus le besoin de soumettre cette vision à une autorité extérieure pour qu'elle soit validée. Tu es le témoin et le garant de ta propre valeur. L'animus est rentré à la maison. Il ne porte plus le visage d'un autre, il porte le tien. Si tu souhaites ancrer ce passage, tu peux laisser une phrase dans l'espace des commentaires. Pas pour lui, pas pour les autres, mais pour la part de toi qui a repris sa place. Une phrase comme « Je reprends le droit de me voir avec mes propres yeux ». C'est une façon de dire à l'univers et à toi-même que le tribunal a été dissous. Le siège du juge est désormais occupé par ta propre conscience, sage et souveraine. La paix qui en découle n'est pas une absence de conflit, c'est la présence inébranlable de toi-même.